Good Morning Business, Business Today. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous casse les pieds. Laurent Fabre, bonjour. En tout cas, vous êtes un industriel. J'ai entendu mon nom, mais j'ai pas entendu autre chose. Non, mais c'est parce qu'on parlait effectivement du sort de l'Allemagne qui décroît et la fin de l'industrie allemande. Et on disait que voilà, on avait un vrai industriel qui en plus réussissait avec la publication de vos résultats hier, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous nous avez un peu surpris. Parce qu'avec Laure, on n'a pas arrêté d'égrener les mauvais résultats des équipementiers automobiles depuis une semaine. Et vous, non mais c'est vrai, non, vous dites non. Ils sont pas mauvais. Ils annoncent des plans de départ, des restructurations, des difficultés face à l'électrique. La transition n'est pas facile. Mais vous n'êtes pas dans cette optique-là. Vous avez quand même moins de postes qu'il y a plusieurs années. Vous avez quand même un peu dégraissé. Mais vos résultats sont plutôt bons. On est très content des résultats. D'abord, ça a été la première année de ce qu'on appelle le nouveau PO l'an dernier. On avait fait beaucoup d'acquisitions en 2022, 2023, consolidation, intégration, et puis on continue à accélérer. Donc on est très fiers d'avoir franchi la barre des 10 milliards. C'est la première fois pour l'histoire du groupe. C'est symbolique pour une entreprise qui reste à dominante familiale quand même. Donc c'est une belle histoire. Ouais, exactement. C'est une belle histoire de l'industrie française. Et on poursuit notre route dans un marché qui effectivement reste difficile. Alors on parlait de l'industrie là avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Vous y croyez vous à l'industrie? Ah ben bien sûr. Parce qu'on parlait de capitalisme cognitif. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'industrie. Enfin parce que il y a ce débat. Est-ce qu'il faut continuer à localiser en Europe? Est-ce qu'il faut croire à l'industrie ou est-ce qu'il faut basculer vers le monde du capitalisme cognitif, de l'IA et des technologies? Même avec de l'IA, il faudra quand même toujours produire, que ce soit des voitures, que ce soit n'importe quoi. Donc l'industrie, en tout cas pour nous, c'est nos racines. Je pense aussi c'est les racines européennes, c'est l'industrie. Donc on peut s'appuyer sur l'industrie pour développer des nouvelles technologies. Je ne pense pas qu'il faut opposer les deux concepts. Sur la transition de l'électrique, à quel point ça vous fait changer dans vos produits? Vous, les activités classiques, les pare-chocs, les réservoirs, est-ce que les pare-chocs ça change pas grand-chose, mais sur les réservoirs, il y a une évolution, on aura besoin d'autres pièces, vous êtes en train de pivoter? Oui, quand on parle de l'électrique, nous on aime bien parler de trois aspects qui sont les impacts de l'électrification. La technologie dont vous parlez, la géographie, parce que l'électrique rebat les cartes et on voit que la Chine gagne, que les États-Unis résistent et que l'Europe est en train de perdre. Et puis les clients, parce que force est de constater que des nouveaux clients comme Tesla, comme les Chinois, ont bénéficié de l'électrification pour prendre des parts de marché importantes et que les clients dits traditionnels, qui sont nos clients, Stellantis, Volkswagen et autres, ont du mal quelque part à lutter contre eux en termes de compétitivité dans l'électrique. Donc les enjeux, c'est géographie, être moins européen, client, se diversifier, et puis technologie, être moins dépendant du réservoir à essence par exemple. C'est pour ça qu'on va dans l'hydrogène, c'est pour ça qu'on fait de l'éclairage, c'est pour ça qu'on fait de l'électrification aussi. Alors justement, vous évoquiez les différentes concurrences internationales. Vous êtes obligé de suivre finalement vos donneurs d'ordre, les constructeurs. Comment vous voyez votre répartition géographique dans les prochaines années? Est-ce que la Chine, ça reste une terre d'investissement importante, ou est-ce que, compte tenu du contexte international, il faut être plus prudent? Moi, je pense qu'il faut être mesuré dans tout. Donc, il y a eu un engouement peut-être un peu exagéré pour la Chine. Maintenant, il y a une défiance vis-à-vis de la Chine qui est probablement exagérée également. C'est le plus gros marché mondial. C'est un marché pas seulement de production, mais aussi d'innovation. On voit qu'il y a beaucoup d'innovations maintenant qui viennent de Chine. Donc, on y est. On a 40 usines en Chine. On va continuer à rester en Chine, à se développer avec le marché chinois, à la fois dans les activités historiques, mais également dans l'hydrogène. On le fait toujours avec des partenaires. On considère qu'être avec un partenaire fort, étatique, nous ouvre les porte au marché et nous protège également. Donc on est présent sans être trop exposé. Oui, mais ça veut dire que clairement votre présence en Europe, elle va être de plus en plus faible. Ça veut dire que l'Europe pèse de moins en moins lourd dans le marché mondial parce que perd en compétitivité. L'Europe importe plus de voitures qu'elle n'en exporte, alors que ce n'était pas le cas. Oui, mais vous fabriquez à côté de vos clients, donc bien forcément, vous suivez vos clients. On va rester fortement implanté en Europe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais ce sera moins dans 10 ans que 50% de notre chiffre d'affaires. Donc on va maintenir de base en Europe, continuer à la développer autant que faire se peut, gagner des parts de marché, et puis investir beaucoup en Amérique et en Asie. Pour nourrir le débat sur l'Allemagne qu'on a eu, vous avez fermé votre usine, Rothenburg en Allemagne, pour aller en Slovaquie, donc c'est toujours en Europe. Mais ça veut dire que vous considérez effectivement que l'Allemagne est en train de perdre une partie de ses atouts industriels à cause de pénurie de main-d'œuvre? Alors, le sujet de Rothenburg, c'est une usine qui est liée au réservoir à essence. Ouais. Donc, quand l'Europe décide d'électrifier les automobiles, il n'y a plus de réservoir à essence. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ferme quelques usines, notamment en Allemagne. Après, l'Allemagne a un problème de compétitivité, comme l'Europe dans son ensemble. Ouais. L'Allemagne a un problème de compétitivité sur les coûts de la main-d'œuvre, sur les coûts de l'énergie. Donc, effectivement, ils ont une force d'innovation importante. Ils ont une agilité qui n'est pas forcément au niveau des enjeux actuels de la transformation.
et ils ont un vrai problème de compétitivité. Et la France ? La France, on part d'une base industrielle moins forte que l'Allemagne, donc on a moins à perdre. C'est peut-être triste à dire parce qu'on part d'une base un peu plus faible. On n'est pas exportateur depuis longtemps, donc on a moins à perdre également. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, la moitié de sa production, elle exporte de l'automobile, ce qui n'est pas le cas en France. C'est avant tout pour le marché local. Donc la France résiste, mais encore une fois, est très très loin du niveau d'industrialisation de l'Allemagne. On produit 3 fois moins de voitures en France qu'en Allemagne. Sur la question d'approvisionnement, juste c'est terminé. Il n'y a plus de difficultés. Non, il n'y a plus de difficultés majeures. On est revenu à un niveau des aléas normal. parfois, comme dans le canal de Suez, qui créent des flux logistiques un peu plus compliqués, mais pas de difficultés majeures. Vous êtes obligé d'être sur tous les types d'automobiles électriques, on l'a dit, classiques, thermiques et hydrogène. Est-ce qu'en un an, ça a changé? Est-ce que du coup, vous levez un peu le pied sur tout ce qui va aller vers les véhicules électriques? Est-ce que l'hydrogène, vous êtes plus dubitatif? Non, ça n'a pas changé, mais je pense que là aussi, il faut être mesuré. Donc il y a une électrification forte, mais il ne faut pas oublier que l'électrification, elle n'est pas demandée par le consommateur final. Elle est imposée par le régulateur. Donc il y a toujours des questions sur est-ce que le marché va adhérer? Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour une voiture qui offre moins? La réponse est non. Donc on voit que quand les subventions s'arrêtent comme en Allemagne ou qu'elles diminuent comme en France, la demande se tarit. Donc nous on croit à l'électrification, mais ça va sûrement moins vite que prévu. Et puis l'hydrogène, on voit ça principalement pour les véhicules lourds, pour les véhicules commerciaux, pas forcément pour les véhicules particuliers. Peut-être dans 20 ans, mais pas dans les 5-10 prochaines années. Et là ça continue parce que tous les constructeurs de camions, de trains et autres vont vers l'hydrogène. Merci beaucoup Laurent Favre d'avoir été avec nous, directeur général de Plastic Omnium.